Bonsoir à tous les amis, très content de vous retrouver. Il est 2h15 du matin et on est ensemble pour la première nocturne de cette Coupe du Monde. Écoutez ici, ça va, on est plutôt dans le rythme. On a fait la sieste qui s'imposait. On n'a pas mangé, on va dire, trop gras, trop fort, histoire d'être apte. Je viens de craquer, hop, le deuxième café seulement de la journée, histoire justement de se projeter sur l'Écosse-Haïti qui démarre dans moins d'une heure et aussi le beau petit celui-ci, je sais pas comment on va le faire, hein, mais le Australie-Turquie à 6h du mat, il est assez fantastique. Mais c'était la promesse en même temps d'avoir de temps en temps des petits débriefs comme ça qui pop après certains rendez-vous de la Coupe du Monde. On a également, je crois, demain un Côte d'Ivoire-Équateur qui commence à 1h. Donc si tout va bien, à 3h, il y aura un débrief. J'espère en tout cas être encore parmi vous à 100% pour cette histoire. Mais c'est vrai qu'on vient de terminer ce Brésil-Maroc et c'était forcément légitime d'évoquer avec vous cette rencontre parce que écoutez, c'était le match que j'attendais le plus pour lancer cette Coupe du Monde en attendant bien sûr le France-Sénégal, mais peut-être pour l'esprit un petit peu du mondial, avoir cette première opposition entre un très très gros nom du football, un outsider potentiel. Et c'est un match qui a tenu ses promesses. Il aurait pu être encore plus grandiose, notamment sur la seconde période avec le Maroc qui, je pense, avait plus forcément d'essence dans le moteur. Le Brésil qui a repris peut-être un peu le contrôle, mais qui, n'a pas non plus été fantastique. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les 30 premières minutes du Maroc, j'ai rarement vu le Brésil se faire marcher comme ça en Coupe du Monde. Alors, on pense en phase de groupe, hein, évidemment, parce que se faire marcher dessus en Coupe du Monde, rien que 2014, une petite demi-finale, vous voyez où je veux en venir. Mais en phase de groupe, c'est rare parce que le Brésil peut avoir ses générations moins grandioses. Mais là, pendant 30 minutes, je comprends finalement Hakimi qui a sorti cette formule où beaucoup ont dit non, mais d'où est-ce qu'il sort ça, les fameux Brésiliens d'Afrique. Mais en vrai, sur l'entame de match, entre la maîtrise technique, les sorties de balles et surtout la capacité à se procurer des occasions, je trouvais que c'était très fort. Et comment ne pas parler d'entrée d'Ayoub Boadi, le match qu'il a fait à 18 ans, son premier en Coupe du Monde. Si t'as pas d'indication sur l'âge de ce bonhomme, tu peux te dire en fait c'est un gars qui fait sa troisième Coupe du Monde, qui a 30 piges, qui a de la bouteille et il a 90 sélections avec le Maroc. Et non, c'est un genou qui a rejoint cette équipe marocaine il y a un mois. Et Boadi, c'est fou les temps de passage de ce garçon, parce qu'à chaque fois qu'on le voit dans différents contextes, Coupe d'Europe, Ligue 1, Ligue des Champions, match de sélection, les grands rendez-vous, j'ai l'impression que très très vite il se met au diapason. Enfin, il incarne quelque chose de fort, et c'est pas étonnant si, pour moi, vous connaissez mon avis, il y a des types de talents chez les jeunes qui peuvent avoir un tremplin, un club intermédiaire parce qu'il faut se faire la main. Mais pour moi, Boadi, c'est direct. Il peut signer au Real, il peut signer Arsenal, il peut signer au PSG, il peut signer vraiment dans le top club parce qu'il a tout. Il a tout. Et même, j'ai envie de dire, tu mets un Boadi sous Luis Enrique, je sais pas à quel point ça pourrait être un milieu de dingue, parce que quand tu vois, moi ce que j'apprécie le plus, c'est à quel point il est imperturbable. T'as l'impression qu'il peut y avoir des pressings, ça peut venir à droite à gauche, et il est toujours très propre, même en deuxième période. Il y a ce retour où il tacle, je crois que c'est sur Rafinha, où vraiment là tu vois il a réussi à obtenir un 6 mètres. Boadi, c'est vraiment c'est jamais en dessous de 6, de 7 sur 10, et ce soir c'est le MVP, c'est juste bluffant. Et bravo au Maroc d'avoir récupéré ce talent, parce que nous en France, on est on est bien lotis, on a beaucoup de potentiel, de vivier, de talent, de jeunesse. Mais je dois vous avouer, je crois que je l'ai répété souvent, que pour commencer le cycle Zidane, j'aurais bien aimé avoir Boadi quand même. Et après, même si on va plus loin, Boadi aurait pu être déjà dans la liste des 26, comme sixième milieu par exemple. Et sincèrement, quand on voit, ouais, c'est peut-être notre secteur, on a des petits points faibles. Après, on a aussi des joueurs de qualité, mais un Boadi par rapport à sa jeunesse, son potentiel, jusqu'où il est capable d'aller, non, c'est trop fort. C'est trop fort. Et ouais, j'aurais bien aimé avoir une équipe de France version Zidane où dès le mois de septembre, on appelle Elie Junior Kroupi, on appelle Ayoub Boadi, on appelle peut-être un Jérémy Jacquet. Mais non, c'est très fort. Et franchement,
pour le Maroc, qui avait déjà une très belle équipe, faut le dire, mais là c'est le genre de joueur, comme on dit, c'est un peu un game changer, enfin il te fait progresser, il va te faire gagner les petits pourcentages qui vont peut-être permettre au Maroc d'être voilà, une équipe qui peut challenger le Brésil pour être en tête de ce groupe, pour faire un parcours comme en 2022. Et c'est vrai que Boadi, quand tu regardes ses stats en plus, on ira les voir après en détail, c'est très peu de ballons perdus, c'est plus de 90% de passes réussies, il a gagné la plupart de ses duels, il a créé des occasions, il a été aussi dans les contributions défensives à 5-6 reprises. Donc non, ce Boadi-là est vraiment... je lui tire mon coup de chapeau parce qu'on rappelle, c'est seulement 18 ans, c'est un match en Coupe du Monde, c'est le Brésil en face, c'est 80 000 personnes. Et j'aime ce type d'espoir pour qui c'est comme si c'était, je sais pas moi, le FC Metz, dimanche 17h15 dans le multiplex de Ligue 1+, commenté par Pierre Boubi et Félix Roy, quoi. Enfin, vraiment, le mec, peu importe le match, il va toujours avoir des standards très élevés. Et il est temps que Boadi aille voir au-dessus, l'étape au-dessus, ça peut être, comme je vous dis, ce gros transfert. Et vraiment, je trouve que c'est assez bluffant. Je vois vos messages, hein, évidemment, et un grand merci à ceux qui sont abonnés, comme Il est drôle, sympa ce match des petits, vivement l'entrée de l'Australie. Ouais, on est à quoi ? Un peu moins de 4 heures du match de l'Australie, il y a quelque chose à avoir à un moment donné. On va essayer de survivre quand même à ça, et merci aussi à Ayola, le frérot, qui a pris également son abonnement. Merci AG pour le petit Prime. Vous êtes nombreux, vous êtes plus de 300 à m'accompagner à plus de 2 heures du mat, et surtout à me tenir compagnie. Hop, on va évidemment prendre du carburant. Le but pour moi, c'est de voir tous les matchs de la Coupe du Monde. Alors je sais que la 3e journée, il y a les matchs en même temps, on mettra le double écran, de toute façon j'ai pas le choix, mais j'essaye. Pour l'instant, le Corée du Sud, République tchèque, c'est ok. Le États-Unis-Paraguay, c'était ok. Le plus dur, en fait, quand tu te réveilles, c'est vraiment les 5-10 premières minutes, et après, une fois que t'es dedans, c'est bon, le match il se passe, et voilà, on peut le suivre tranquillement. Là, c'est la première fois où on est pas loin de la nuit blanche, j'ai fait une sieste, voilà, je me suis réveillé à 20h. Je sais pas si on va être dans les meilleures conditions. Il y a aussi évidemment, je le sais, le match 5 des finales NBA entre les Knicks et les Spurs pour essayer d'accompagner. Mais voilà, on se dit que c'est 1 mois et 10 jours comme ça de Coupe du Monde avec un rythme de vie différent. Donc on y va, vous savez quoi, on y va, on ne regrettera pas. Et puis de toute façon, s'il y a bien une personne sur cette planète qui doit être devant Écosse-Haïti, j'ai une réputation à tenir, donc on va essayer de suivre ça. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents avec Darkor, Flip, La Vivance, Chido, Pepito, Rome, le Gooners, Yacine qui sont là pour la première fois, tout comme Corto, Cleover, SosoChat, la modératrice, qui vous rappelle, si vous aimez les émissions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on va de suite aller, je pense, sur le petit résumé, ressenti, ce qu'on a pu en penser de ce Brésil-Maroc, avec un match, franchement, j'en attendais beaucoup, je dois vous avouer, parce que c'est par rapport à l'affiche, le standing des adversaires qu'on a pu avoir pour l'instant. Bon, très clairement, le Mexique-Afrique du Sud était, voilà, sympa, mais sans plus, parce que l'Afrique du Sud était trop faible, et le Mexique, tu sens qu'ils en ont encore sous la semelle. Il y a eu également le République tchèque, Corée du Sud, et pour le coup, merci aux Sud-Coréens, parce que dans cette nuit, c'était très compliqué côté tchèque, et la deuxième période était bien mieux. On a eu également le Canada-Bosnie, qui était assez particulier, mais ça se rendait coup pour coup. Les Bosniens qui ont très bien défendu, le Canada maladroit, mais qui a fini par être récompensé, et le États-Unis-Paraguay, où en fait on a vu que les USA avaient un duo Balogun-Pulisic qui était top, et le Paraguay a eu du mal à faire face à ce pays hôte qui était déchaîné. Et là, pour le coup, c'était un peu le rendez-vous, et je trouve que le Maroc a justement bien répondu présent pour essayer, tu vois, de un peu montrer qui était le patron finalement de ce groupe C. On retrouve aussi Écosse et Haïti, et j'insiste, mais cette première demi-heure du Maroc, j'étais à la maison et je disais aux personnes qui regardaient avec moi, franchement, s'ils marquent pas là, au bout de 10-15 minutes, ils vont le regretter. C'est une phrase bateau, je sais, mais quand tu fais une telle entame en Coupe du Monde et que tu réussis à mettre sous l'eau le Brésil, il faut pouvoir appuyer encore plus où ça fait mal.
Et c'est peut-être dur ce que je vais dire pour le Maroc, mais c'est une équipe qui n'a pas encore atteint son plein potentiel parce que pour moi, il y a des joueurs ce soir qui font pas leur meilleur match. Je pense à Unai qui a peut-être un peu surjoué sur certaines situations. Je pense à Hakimi aussi qui aurait pu mieux gérer des situations offensives. Brahim Diaz qui a été trop bien sur cette passe pour Sabahiri, ça fait plaisir, mais c'est vrai que Unai et Hakimi, on le sait en version Coupe du Monde, c'est voilà, hein, c'est des joueurs d'élite et ils peuvent grandement apporter à cette équipe. Et voilà, ce qui est bien, c'est que finalement, quand tu as ces deux leaders techniques qui ne sont pas au top du top, t'en as d'autres qui peuvent prendre la lumière. On a déjà évoqué bien sûr Boadi avec ce match plus que parfait. Je sais pas comment on peut le qualifier pour premier match en Coupe du Monde, mais regardez la hitmap, 86 ballons touchés, 91% de passes réussies, 60% de dribbles réussis, passe longue précise 100% avec une tentative, mais elle est réussie. 4 tacles, un dégagement de la tête, 69% de duels au sol remportés. Il a été vraiment dans tous les bons coups. Et au-delà des stats, c'est aussi, comme je vous dis, ce qui se dégage de Boadi, c'est cette facilité, balle au pied, il n'y a aucun doute, mais également à quel point tu as l'impression que tu peux venir le presser, c'est pas un joueur qui va paniquer. Et ok, on sait que c'est un joueur qui a déjà des matchs de Ligue des Champions, qui a des matchs de Ligue 1, mais être comme ça, imperméable à l'enjeu, à tout ce qui se passe autour de lui, je trouve ça très fort. Il est vraiment d'une nature différente, ce garçon, un peu du Busquets, c'est vrai, ça rappelle certains grands 6 qui ont cette patte technique tellement supérieure, et lui aussi, sa maturité, elle est quand même assez déconcertante par moments. Je me suis dit non mais est-ce qu'on réalise ce qu'on voit, quoi. Ça reste choquant au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai il est vif, il a des coups d'avance, je vous rejoins, je pense que c'est difficile de ne pas lui donner le statut de MVP. N'hésitez pas dans le chat si vous avez, parce que je sais que après chaque match de Coupe du Monde, la FIFA donne un trophée à un joueur. C'était Quinones pour le Mexique par exemple en match d'ouverture. Là je suis curieux de voir qui va l'avoir. Si c'est pas Boadi, j'aurais un petit peu voilà, des regrets là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Mazraoui, crâne rasé. Certains l'ont confondu avec Amrabat, mais c'était bien le bon vieux Noussaïr qui a fait vraiment lui aussi un match complet dans son couloir. Alors t'avais des alternances entre on va dire Rafinha. Après Rafinha a été replacé en 10. T'avais également Luis Enrique dans son couloir en deuxième période, mais Masraoui était très bon. Et en fait, ce qui m'interpelle avec cette équipe du Maroc, c'est que t'as des vrais bons cadres, hein. Enfin, Bono par exemple, Issa Diop qui a rejoint récemment la sélection, Mazraoui en fait partie, Hakimi, mais c'est aussi cette jeunesse, hein, parce que tu prends El Khanous, Boadi, Chadi Riyad, c'est 22 ans, 7ème sélection. Et ouais, lui aussi, il a fait son match. Il a été très très bon. Je trouve que, en plus, ce qui est drôle, c'est que je l'ai vu en finale de la Conference League avec Crystal Palace. Et déjà, je disais, franchement, il gère bien la défense à 3 avec Cambo et Chris Richards. Et pour le coup, il a fait également de belles petites perfs. Et ouais, c'est vrai qu'Issa Diop, il a raté. C'est vrai qu'Issa Diop, il a raté un peu techniquement des relances. Je parlais plus, tu sais, dans on va dire, la hiérarchie des âges, un petit peu la répartition. Et à un moment donné, le Maroc avait un milieu de terrain El Ainaoui, Boadi, El Mourabet. Et je pense qu'en termes de moyenne d'âge, on a bien baissé de ce côté-là. Même El Khanous, en fait, il a que 22 ans. C'est vrai que tu as beaucoup, beaucoup de jeunesse et c'est de bon augure pour l'avenir parce que tu fais rentrer Aimé Mouni qui a du coup 21 ans, Talbi qui a 21 ans, Anas Saledid qui en a 24. Ouais, c'est vrai que le Maroc, je te dis que ils peuvent constituer quand même une équipe sur la génération à venir. Waouh, il y a de quoi dominer sur le plan continental. Il y a de quoi avoir aussi des ambitions en Coupe du Monde. Alors c'est vrai en Afrique, je trouve que ça progresse de plus en plus quand je vois justement le Sénégal et même la Côte d'Ivoire, et t'en as d'autres des équipes qu'on va revoir comme le Nigeria. Mais sincèrement, ils ont de quoi être fiers, les Marocains, parce que l'ossature est là, et malgré tout ce qui s'est passé, voilà, la finale de la CAN, l'imbroglio administratif, le départ de Regragui, tu vois, Wabi, il a fait les matchs de mars, le nouveau sélectionneur, il a fait la prépa, et en vrai, tu sens quand même une certaine continuité, et même je trouve que le Maroc a montré un visage super séduisant, avec un peu plus de personnalité balle au pied, et Wabi, qui, on rappelle, était sélectionneur des U20, il a réussi à gagner la Coupe du Monde il y a moins d'un an, et en fait il était
dans voilà, les rouages de la fédération, et c'était un choix. Voilà, il y en avait Tarek Sekti aussi, tu as la rumeur Xavi, mais finalement Wabi, son équipe, elle a montré un beau visage. Je pense qu'il y a une grosse débauche d'énergie en première période. Le Maroc s'est un petit peu éteint. Ensuite, je pense que ça va peut-être se voir au niveau de le momentum. Regardez le momentum du Maroc. C'est vrai que le Brésil commence à sortir la tête de l'eau à partir du premier quart d'heure, mais pendant 15 minutes, le Brésil, là, c'est critique. Enfin, vraiment, ils n'y arrivaient pas. Ils ont un peu plus voilà, réussi à se mettre en évidence. Et c'est là où le Maroc a été bon, c'est que voilà, le Brésil a eu 5 minutes un petit peu pour reprendre les choses en main. Et là, tu as cette action géniale avec la passe de Brahim et Saïbari qui te fait se piquer, qui est lourd. Enfin, vraiment, l'action, vous connaissez ma sensibilité footballistique pour le petit piqué, et c'est vrai que je trouve que ça marche toujours. Ça marche toujours quand c'est bien exécuté, et en plus, cette passe de Brahim entre la défense du Brésil, ça casse une petite ligne, et Saibari qui est finalement, c'est vrai, un des invités surprises à ce poste de numéro 9, mais je peux le comprendre sur ce qu'il apporte, sur les différents efforts par rapport à El Kabi, par rapport à Raimi, par rapport à Nesseri. Finalement, c'est une bonne option, je trouve. Ça apporte d'autres réponses, d'autres certitudes au coach. Et ça permet un petit peu de se dire que le Maroc a bien progressé, a montré des choses encourageantes. Je regrette peut-être, ouais, je pense qu'ils ont beaucoup trop donné en première période. En deuxième, ça a été plus dur. Après, finalement, t'as encaissé ce but de Vinicius. C'est ouf, hein, mais que ce soit le Brésil ou le Real, on retrouve certains patterns entre Ancelotti et Vinicius, à savoir que quand t'es dans le rouge, quand t'es dans le dur pour le Real, t'as toujours un Vini qui peut te sortir un geste venu nulle part. Là, pour le coup, t'as El Ainaoui qui défend un petit peu mal, qui laisse trop d'espace, et un joueur comme ça dans cette zone, tu peux pas avoir cette liberté, et Vinicius s'est régalé. La frappe, elle part à plus de 100 km/h, je crois, et vraiment lucarne, enfin pas lucarne opposée, mais petit filet opposé comme ça, c'est du tout bon. Et finalement, j'étais intrigué de voir le scénario de la deuxième période avec les différents changements de Don Carlo. C'est là où tu dis que pour moi, vous connaissez mon avis sur le Brésil. Après, on va aller de plus en plus sur le Brésil. Je dois vous avouer que ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même cette espèce de profondeur de banc et d'anciens par moment, où si tu fais pas rentrer tes jeunes comme Hendrick et Ryan, je trouve très vite tu vas tomber sur des profils avec notamment Danilo, Fabinho. Là, tu avais comme latéraux Santos à gauche qui a pas été dégueulasse en vrai, même s'il y a eu pas mal d'actions sur son côté, mais j'avais vraiment peur pour lui. Par contre, Roger Ibanez, je pense à un certain Ezabde, Abdel Zazouli. S'il était présent, là, il y aurait eu des dégâts. Et c'est vrai que nous, en équipe de France, on a les petits mots de crâne. Koundé, Gusto, Zaire Emery à droite, Digne et les deux Hernandez à gauche. Mais franchement, je préfère largement le roster des latéraux de l'équipe de France que ça. Parce que là, le Brésil, je suis assez inquiet dans ce sens. Non, Fabinho a pas fait un mauvais match, non. C'est vrai qu'il a fait son entrée, il a amené un peu plus d'impact, et je pense que Ancelotti recherchait ça. Il a même fini avec la bouche en sang, donc il a été là. Bonne entrée de Danilo. En vrai, je pense qu'il rentre dans une période pour le Brésil qui, tu vois, a été mieux sur la deuxième période, mais est-ce que ça peut gagner au bout? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que ce Brésil peut aller au bout avec cet effectif, avec certains choix, avec ces individualités-là, où tu vas avoir des joueurs qui peuvent te sauver à tout instant? On va parler de Vinicius. Rafinha, ça a été compliqué aujourd'hui. À un moment donné, il va devoir essayer de se booster. Mais je dois vous avouer que, ouais, Casemiro, alors il prend un jaune, il sort. Je pense que Carlo veut le préserver. Ibanez à droite. T'as perdu Wesley. T'as appelé Ederson de l'Atalanta, je crois, de mémoire. C'est ça qui est présent. Et pour moi, le Brésil va avoir un vrai souci là-dessus, quoi. Alors Santos, je pense qu'il a marqué des points. Il va continuer. Mais entre Ibanez, Danilo, t'as Alexandro, et sinon t'as des centraux comme Pereira et Bremer. Attention, parce qu'au bout d'un moment, là, t'es tombé sur une vraie belle équipe du Maroc, mais si tu as des joueurs qui peuvent te faire bien plus mal sur les côtés, si tu as par exemple, je ne sais pas moi, un Olysée, un Doué qui sont en feu, j'avoue que moi je serais pas serein. Après,
Il y a aussi le dénommé Igor Thiago. Moi, Igor Thiago, qu'il soit dans la liste des 26, ça me pose pas de problème parce que c'est un profil de neuf que le Brésil n'a pas. Après, tu vois quand même la marge vis-à-vis, tu vois, de ce que doit être le neuf titu du Brésil en grande compétition. Je pense qu'un Igor Thiago, si c'était, tu vois, dans l'esprit, je les compare pas les joueurs, mais un peu le Jean-Philippe Mateta, comme l'équipe de France, à savoir ce profil un petit peu différent que tu fais rentrer en fin de match pour les coups de pied arrêtés, qui va t'apporter quelque chose de spécial, pourquoi pas. Mais qu'il soit titulaire, ça par contre, je trouve ça un peu plus dommage. Et oui, Joao Pedro, bah, on est tous d'accord. On est tous d'accord, les amis. Pourquoi, comment c'est incompréhensible, c'est inexplicable. Et c'est fou, mais il y a plein de gens là qui ont retweeté, qui ont même posté des messages là-dessus en disant bah, Joao Pedro, c'est incompréhensible, c'est l'un des plus grands scandales, tout ça. Mais je vous le dis, j'insiste, le soir où bah, justement il y a eu la liste du Brésil, que Neymar a été appelé et que tout le monde a dit oh là là, Neymar, c'est génial, c'est l'aura, tout ça. Bon, Neymar, là, il était avec sa petite casquette, il était pas sur la feuille de match, il est blessé. Le gros problème, c'est que pour moi, Joao Pedro était pas présent et par rapport à sa saison à Chelsea, surtout son profil de neuf, Joao Pedro, ça connecte beaucoup plus avec un Vinicius, avec un Rafinha. Enfin, c'est un joueur qui va te servir justement dans un Brésil qui a besoin d'avoir un peu plus, je pense, de caution technique, parce que techniquement, la meilleure équipe était en face. Hein. Ce Brésil-là, dans le répondant, ça m'a pas plu. Et je vous le dis, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là en mode non, mais ça peut se comprendre, parce que Joao Pedro, il a pas prouvé en Brésil. Comment tu veux prouver au Brésil quand tu as 8 sélections, 3 titus? C'est impossible. Enfin, au bout d'un moment, le ratio, le temps de passage, il faut lui donner un peu plus de continuité. Maintenant, bah, c'est un choix fort de Carlo. Il a préféré aller sur d'autres options. D'autres options, on va dire peut-être plus marketing ou des choix qui tranchent. Mais je sais pas, moi par exemple, j'aurais pas pris Martinelli, j'aurais pris Joao Pedro. Même sans parler de Neymar, tu vois. J'aurais été sur un joueur comme ça. Parce que à mon avis, ça correspond plus à certains besoins offensifs du Brésil. Et Igor Thiago, c'était dur. C'était dur. Hein. Après, on sait que c'est un joueur qui a marqué 22 buts avec Brentford en PL, qui est utilisé dans, voilà, qui a été très efficace. Maintenant, faut pouvoir se connecter à lui. Et là, bah, il y avait du ping. Il y avait du ping ce soir avec Igor Thiago, et ça n'a pas fonctionné. Un mot aussi sur le match de Paqueta. Je ne sais pas ce qu'en disent les stats par rapport à Paqueta, qui a réalisé le plus d'actions défensives, c'est vrai. 61 minutes jouées, 61 ballons touchés. J'ai trouvé Paqueta plus rustre et plus bagarreur que l'image qu'on peut en avoir de lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où pour moi Paqueta, il a un petit peu ce côté 10, pas forcément à l'ancienne, mais là je trouve que c'est vraiment le joueur qui a l'ADN Première Ligue, le logiciel du samedi 16h où il faut aller au combat. Il a mis des coups, il a mis des semelles, et finalement, est-ce que le Brésil a besoin de ça, finalement, d'un milieu de terrain plus gros travailleur avec des rampes de lancement idéales comme Guimarães et Paqueta, et Casemiro qui va t'apporter autre chose? Mais je dois avouer que le match de Paqueta, ouais, ça a été rugueux par moment, quoi. Évidemment, Hermalou, on a déjà parlé de cette rencontre de Boadi qui est exceptionnelle et qui a mis tout le monde d'accord. Ça, on est unanime là-dessus. Sabahri, moi, ce Piqué, je l'adore, et quelqu'un l'a redit, c'est vrai qu'il y a une rumeur Bayern Munich. Normalement, il doit signer au Bayern, ça fait partie des 2 premières recrues, je crois, pour compagnie, avec Nathaniel Brown, le latéral de Francfort, qui est sélectionné avec l'Allemagne, qui va jouer normalement demain titulaire contre Curaçao. Et c'est vrai que Sabahri, dans ce registre un petit peu d'offensif que tu peux mettre partout, tu peux le mettre en 9 désormais, tu peux le mettre un peu en 10 sur un côté, pour compagnie qui a besoin de trouver d'autres joueurs pour accompagner soit Kane, Diaz, Olysée, en attendant de revoir ce Moussiala, ce Lennart Karl, mais même comme Joker, Sabahri au Bayern, je trouve que ça a du sens pour lui. Avis Vinicius, il y a en fait, avec ce Vinicius-là, t'as tout ce qu'on aime de lui, à savoir ses éclairs de génie, cette capacité à décider seul d'une rencontre, et ce but où on se dit, ok, si le Brésil veut aller loin,
par rapport à Rafinha qui... Et après, même historiquement, Rafinha avec le Brésil, c'est pas ça. Vinicius, je dis pas qu'il a une histoire complète, mais ces deux-là, ils jouent gros sur ce tournoi par rapport à leur sélection et leurs accomplissements. Maintenant, si le Brésil va aller loin, il va falloir que Vinicius il sorte le grand jeu parce que autour de lui, est-ce que tu auras 10 gars avec un niveau homogène prêt à l'accompagner? Ça va pas être simple. Maintenant, il y a aussi des choses où il passe un petit peu à côté sur cette rencontre, dans le fait de chercher la faute, voilà. Mais il t'offre ce moment un peu lumière et tu te dis, il faut quand même peut-être insister là-dessus. Et il va falloir que je vous le dis, que d'autres joueurs puissent se mettre un petit peu en route parce que seul il pourra pas décider de tout. Pourquoi pas un Endrick en titulaire? Après, tu vois, Endrick qui n'est pas rentré, qui n'a pas participé à ce qui est une grosse déception pour le Brésil, de ne pas gagner ce match. Moi, je t'avoue qu'il y a un moment donné, si ça se trouve, il aura son opportunité contre l'Écosse, contre Haïti. Il marquera peut-être un but, il aura une action décisive. Et à partir de là, s'il saute Igor Thiago, Endrick, avec le Brésil, c'est un joueur qui a eu un temps de jeu pas non plus ample et qui a à chaque fois marqué des points, qui a fait trembler les filets, qui s'est montré en très très bon en super sub, en joker. Donc pour moi, Endrick, à un moment donné, ça pourra fonctionner. Je trouve le duo Vini-Rafinha pas complémentaire car ils sont meilleurs chacun à gauche. En fait, c'est ça le souci et ça rappelle un peu l'Angleterre à l'Euro 2024 avec Foden et Bellingham. C'est que tu as deux gros talents, mais deux joueurs qui sont dans leur club dans des zones habituelles préférentielles. Et à partir de là, si tu ne réussis pas à trancher, et pour ça on a vu Rafinha se décaler à droite, on a vu Rafinha être en 10, pour Carlo, je dis pas qu'il faut mettre Rafinha sur le banc, mais attention parce que au bout d'un moment, c'est peut-être un problème qui va se révéler, à savoir que tu as une zone d'influence qui peut pas être occupée par deux joueurs comme ça. Ouais, Mbappé, Dembélé, alors j'attends de voir parce que c'est moins critique à mon avis, que ce qu'on a pu voir sur les exemples cités. J'attends de voir le Sénégal pour me fixer si vraiment Mbappé, Dembélé, c'est un souci. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense qu'après l'Irlande du Nord, on en a fait un petit peu trop en termes on va dire, d'analyse, d'interprétation. Il y a quand même la compétition qui est le principal révélateur. Rafinha 9, tu en penses quoi, au faux 9 à la limite? En vrai, Rafinha, il y a pas mal de théories sur la troisième partie de sa carrière. Je sais pas si on peut le dire ainsi, mais est-ce que c'est pas un joueur qui doit devenir un 9? C'est vrai parce qu'il a montré par moments des qualités de finition, mais il aura peut-être jamais ce truc de tueur absolu comme un Kane, comme un Haaland par exemple sur certaines saisons. T'as Rafinha en 10 ou en 9,5 pour tourner autour d'un attaquant et proposer des courses, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui a eu une saison 24-25 exceptionnelle. Cette saison, il y a eu un peu plus de blessures, de contre-coups. Je sais pas où placer le curseur, mais ce Rafinha-là, doit un petit peu plus se montrer. Ça, je vous rejoins. Je rejoins là-dessus. Sinon, j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Franchement, je trouve qu'il a été très bon. J'avais vu sa petite boulette en match de préparation. Et là, il s'est bien rattrapé, l'ami Marquis, c'était face à l'Égypte, où il avait été pas mal. Maintenant, vis-à-vis du banc, il y a des joueurs comme Cunha, ils n'ont pas eu le temps de trop montrer. Ouais, c'est vrai, comme vous le dites, les deux anciens, Fabinho et Danilo, dans ce Brésil qui était passé tellement à côté au cours de la première période, ils ont pu peut-être gagner des points. Je pense que Danilo il démarrera par rapport à Ibanez au prochain match, à voir l'animation du milieu. Juste pour rappeler, le Brésil, le prochain c'est Haïti, ok, dans la nuit de samedi à 2h30, et le jeudi 25 juin ce sera contre l'Écosse à minuit. Donc on a le programme du Brésil. C'est vrai que Haïti, ça peut être le rendez-vous idéal pour réveiller tes offensives, pour se remettre d'aplomb, et après peut-être aller chercher la première place contre l'Écosse, en fonction de ce qu'aura fait le Maroc au prochain match. Mais en tout cas, match quand même tout de même agréable, surtout la première période, et on a vu... J'aime bien quand on voit l'outsider aller... c'est pas seulement regarder dans les yeux le Brésil, mais essayer, tu vois, de leur marcher dessus. Par moment, je trouve qu'ils ont été supérieurs. Après, le rapport de force s'est équilibré en deuxième avec la grosse débauche d'énergie et un Maroc qui est redescendu un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai quand même grandement apprécié leur performance, et c'est de bon augure pour la suite. Je pense que le Maroc a besoin de ça, de se tester face au gros. C'est ça, c'est une grosse performance, et ça montre que le niveau de cette Coupe du Monde, on essaie toujours,
on l'a déjà vu, hein, de fixer une hiérarchie, qui est le favori, qui est chapeau 1, qui est chapeau 2, qui est chapeau 3. Et finalement, entre les équipes que j'estime chapeau 2, à savoir Brésil, Allemagne, Pays-Bas, et les équipes chapeau 3, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme l'Équateur peut-être, comme la Belgique, peut-être la Côte d'Ivoire, ouais, t'as peut-être un niveau qui s'est resserré, et ça peut nous donner des belles indications. J'espère que ça va être le cas. Et non, le match a quand même eu son petit... ouais, on s'est posé devant, et encore une fois, Boady, quoi. Je sais pas à combien Olivier Létang va le vendre, mais si ça, hein, si ça part en dessous de 80 millions d'euros, de toute façon, connaissant le LOSC plus Létang, je pense qu'on peut aller sur une très très belle somme, et ça peut être un montant historique. Ah non, 70 millions, je pense, sera plus. En vrai, enfin, normalement, quand tu regardes les prix du marché, tu vois sa Coupe du Monde, tu vois son âge, tu vois ce qu'il a fait comme petite performance. Je pense que Boady, la plus grosse la plus grosse vente du LOSC, ça doit être Osimhen, 80 millions d'euros, même si dans les faits, je pense qu'à mon avis, ils n'ont jamais vu la couleur de tous ces 80 millions d'euros. Oui, mais Zizou Milan, je te vois depuis tout à l'heure, t'essaies d'être tatillon, t'essaies d'être taquin, t'essaies de ralentir le truc. On parle d'un joueur qui est... C'est pas seulement ce match de Coupe du Monde pour Boady. J'ai déjà évoqué avec la Ligue des Champions, avec la Ligue 1, Boady, c'est un joueur qui a montré de très belles choses. Bien sûr, c'est un jeune joueur, il a peut-être eu des moments un petit peu moins archi costauds, mais ça reste, ça reste fort. Enfin, ce qu'on voit de sa part depuis 2 ans et demi, on ne peut que souligner à quel point c'est un gamin qui va aller très haut. Et je vous avoue que le Paris Saint-Germain, ça me chaufferait bien. Après, il y a d'autres joueurs dans cette zone, hein, on le sait. Mais moi, j'ai envie de voir, ouais, peut-être un Neves, Vitinha, Boady. Ça peut fonctionner. Boady au Real, bah, on a parlé de ce mercato avec Bernardo, avec Dumfries, avec Konaté, pour aller sur davantage de jeunesse et d'avenir. Un Boady, ça pourrait aussi bien lui correspondre. En plus, il y a tout l'extra sportif qui est super positif sur le concours d'élocution et tout. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que Boady, il a tout ce qu'il faut pour faire une très belle carrière. En plus, il est bien entouré. Mais ouais, l'équipe de France, aïe aïe aïe, on a échappé à quelque chose de potentiellement grandiose. Je crois que dans un quart d'heure, il y a le petit Écosse-Haïti qui démarre. D'ailleurs, on a pas mal de matchs qui démarrent après le coup d'envoi prévu. On démarre à plus 3, plus 4. Donc attention du côté de la FIFA à respecter certains créneaux. Pour moi, le Brésil, il y aura trop de limites pour que ça fasse un top parcours. Ça peut s'arrêter avant l'écart, ça peut s'arrêter dès les huitièmes de finale. Je m'en souviens plus du tableau précisément sur qui ça peut croiser, mais à mon avis, je crois que c'est Football Ranking qui avait fait un tableau potentiel des adversaires selon les classements, tout ça. Après, si ça termine deuxième, ça va dans une autre partie de tableau. Et là, je dois vous avouer que je perds un petit peu le fil. Mais là, dans les faits, le Brésil, s'ils terminent premier, ils affrontent le Japon, rien de sûr. Équateur ou Norvège en huitième de finale, ça peut le faire. Et après, si ça termine en tête, Angleterre, par exemple, ouais, même l'Angleterre, je dois vous avouer que en quart, ça peut se taper. Donc, j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux. Et si ça termine de coup, on va dire deuxième, donc à la place du Maroc, ça peut être, si c'est vraiment les Pays-Bas en 16e de finale, je comprends où vous voulez en venir parce que pour moi, ça peut sauter dès ce moment-là. Ah ouais, là, ça va être assez tendu, assez chaud. Ils peuvent être épargnés, mais très très vite, ça peut rentrer à la maison. Et connaissant le rapport des Brésiliens on va dire, aux déceptions de leur équipe nationale, ça peut être vraiment un moment très très spécial, le retour de la Seleção au pays, quoi. Donc, ouais, je dois vous avouer que cette équipe, elle m'emballait pas avant le tournoi et je suis toujours pas convaincu. Je suis même encore plus sceptique par rapport à certains choix, l'animation et les individualités. Il va falloir que Ancelotti trouve la recette miracle qui lui a permis de gagner je ne sais combien de Ligue des Champions et de renverser des situations. C'est pour ça que, même si je l'annonce comme flop, j'ai pas envie de me dire genre c'est fini définitivement parce que t'as un mec qui a tellement inversé des tendances dans sa carrière dans ce type de tournoi. Mais là, va falloir quand même qu'il sorte le très grand jeu. Si le Brésil va au bout, je vais pas dire que c'est un exploit monumental, mais ce sera quand même une sacrée surprise. Ça, faut le dire. Et côté Maroc, bah, faut récupérer physiquement parce qu'il y a un autre combat qui va t'attendre avec l'Écosse, où je pense que ça va aussi bien envoyer. Maintenant, je pense que c'est un match qui est tellement positif dans l'attitude qu'a eu l'équipe dans ses sorties de balles,
balle au pied, la personnalité. Tu te dis qu'avec un Hakimi, un Unai encore plus inspiré, meilleur, concentré, ça peut vraiment faire des étincelles. Et ouais, là, ça doit te donner un petit peu des ailes et aller chercher pourquoi pas la première place. Alors ça va jouer à différence de buts, mais très belle entrée en lice du Maroc. Ça, je vais vous le dire quoi. Ne pas oublier la jurisprudence Argentine 2022 qui perd contre l'Arabie Saoudite la première journée et qui fait une phase de poule dégueulasse. Là où je suis pas d'accord, c'est que avant le tournoi de 2022, l'Argentine était parmi les favoris. Personnellement, je mettais l'Argentine en favori parce qu'ils avaient gagné enfin la Copa América, que ça avait débloqué un truc chez Messi. Et pour moi, c'était plus un accident de parcours que vraiment une tendance où on allait vers un crash. Après, ils ont dû s'employer, battre le Mexique avec le but de Messi, tout ça. Maintenant, le Brésil, pour moi, ça fait un moment, je trouve, d'un point de vue des résultats du jeu. Enfin, on les a vus, hein, c'était quoi? C'était en mars, le match amical. Ils ont attendu d'être à 11 contre 10 pour proposer quelque chose. Sinon, pendant 60 minutes, la France, voilà, elle était en mode match amical, mais c'est quand même baladé. Donc, pour ça que je ne suis pas forcément le plus optimiste pour ce Brésil-là. Et côté Maroc, bah voilà, il y a eu cette CAN avec la finale à la maison. Tu as eu également le parcours de 2022. Tu sens que c'est une équipe qui a plein de certitudes. Et faut en montrer plus. Faut en montrer plus avec la gestion de l'énergie. Mais sur les intentions, c'est quand même ouais, c'est une belle réussite. On va aller sur peut-être d'autres petits matchs qui se sont déroulés au cours de la journée ou de la nuit précédente. Ce Qatar-Suisse, on en pense quoi? Avec évidemment les stats qui font plaisir, parce que la Suisse qui ne s'impose pas cet après-midi ou ce soir, selon où on est, c'est un petit peu anormal. On a assisté à une scène de X-Files, 26 tirs mais seulement 7 cadrés, 6 tirs, 3 cadrés pour le Qatar, 3-20 d'XG, et je ne sais pas comment ils ont pu vraiment se compliquer la tâche à ce point. Les Suisses, ils avaient tout avec l'ouverture du score assez tôt dans le match d'Embolo. Tu as également un paquet d'occasions. Embolo en a eu, Vargas en a eu, Ndoye en a eu. T'as Xhaka qui a fait des petites frappes de loin. T'as aussi Manzambi qui a tenté sa chance. Il y a plein de joueurs qui ont essayé de faire la différence. Je dois vous avouer que pour le coup, c'est peut-être la mire qui doit être réglée pour les Suisses, mais justement, est-ce que ça montre pas la petite limite de cette équipe, à savoir que t'as pas de top attaquant. Après, on sait que Mbolo, bah, il va pouvoir occuper les défenseurs, il va avoir un rôle vraiment assez central dans le jeu de la Suisse. Après, c'est à Ndoye, parce que Ndoye, j'en attendais beaucoup, j'avais bien aimé son Euro et ses récentes performances. Là, j'ai plus vu le Ndoye de Nottingham qui est pas forcément le plus flamboyant. Vargas, il a fait son match, ouais. Vargas, il a fait son match. Bah, en fait, c'est vrai que la rencontre, ça aurait dû être plié tellement plus tôt, et les Suisses ont décidé voilà, de laisser le Qatar petit à petit, c'est pas revenir, mais sur les 5 dernières minutes, t'as senti que ouais, ils y ont enfin cru, et t'as eu ce but de la tête de Cookie avec la Julen Lopetegui qui était vraiment, comment dire, sur son banc presque KO, parce que je pense qu'il a vécu un trop plein d'émotions par rapport à ce point. Le premier du Qatar, on le rappelle, en Coupe du Monde. Et tu as le gardien, Abounada, qui a été très chaud, qui a eu aussi lui un petit coup de chaud avec cette action où il percute le Suisse et ça donne un penalty qu'Embolo transforme. Et derrière, il t'a fait 5 arrêts assez déterminants. Il en a repoussé certains. Kobel, le Qatar. Ouais, c'est vrai que Kobel, en fait, dès la deuxième minute, il y a cette petite alerte avec Akanji qui perd ce ballon. Akanji qui a été très bon ensuite, qui a récupéré pas mal de ballons. Mais finalement, comme je vous le disais, le piège pour la Suisse, pour une fois, dans une Coupe du Monde, c'était d'être le favori, l'équipe attendue, celle où on se disait tiens, la Suisse doit terminer première. La Suisse a tellement progressé, la Suisse a montré beaucoup de choses lors des derniers Euros, et j'ai l'impression que cette équipe aime tellement être l'outsider, aime ce statut d'équipe voilà, qui doit craindre le mastodonte, que ça s'est un peu peut-être retourné contre eux maintenant. J'ai pas envie de surinterpréter ce match. Je pense que c'est une petite alerte, voilà, grosse chaleur, entrée en liste de Coupe du Monde, manque d'appréhension, cette finition, cette lucidité dans les 30 derniers mètres qui t'échappe. Cette équipe a beaucoup de qualité. Je pense que
voilà, c'est compliqué parce que forcément, tu affrontes une équipe qui est largement à ta portée, mais peut-être que les Suisses ont besoin d'être contre une adversité supérieure pour montrer davantage, pour être un peu plus chirurgicaux, développer leur jeu dans un style différent. Maintenant, bah, c'est la réalité d'une Coupe du Monde à 48. Tu vas en affronter des équipes comme ça à l'avenir. Il faut savoir aussi jouer, insister sur les petits moments de faiblesse pour, tu vois, débloquer des situations de ce point de vue-là. Après, j'ai bien aimé quand même l'entrée de Manzambi, un des joueurs qu'on attend le plus dans cette Coupe du Monde, parce que bah, petite sensation avec Fribourg, lui qui a été tellement bon en Bundes, en Europa, et même sur ses premières apparitions avec la Suisse. Maintenant, j'ai hâte de voir. C'est quoi le prochain match? Je crois que c'est Suisse. Tac tac. Ça va être quoi pour les Suisses? Suisse-Bosnie. Oh, sympa parce que la Bosnie, avec ses vertus défensives, ça va pas être simple d'aller les chercher. Et pour le coup, va falloir ouais, que si tu veux terminer en tête de ce groupe, là, on va devoir retrouver un peu plus d'efficacité. Parce que du coup, la Suisse, ouais, c'est ça. Si la Suisse termine en tête, il croise avec le Portugal en huitième. Là, j'ai quand même un peu peur pour eux dans ce sens. Sinon, s'ils sont deuxième, ça peut affronter la Corée, pourquoi pas Pays-Bas, Maroc ou Brésil, on en a déjà parlé. Mais ça peut être une partie de tableau pas non plus déconnante. Si tu termines deuxième, c'est pas le scandale, c'est pas le scandale du siècle pour c'est celui-là quoi. Salut, pourtant tu disais la Suisse quasiment sûre d'être première. Pour moi, par rapport à leur vécu récent, leur qualité individuelle, la progression, le collectif, si la Suisse veut faire partie du gratin mondial, ils doivent être premiers. Ils doivent le montrer. Et je pensais que c'était normalement sur le bon chemin. Après, il reste encore 2 matchs. Est-ce qu'on plaide pour l'accident de parcours? On a déjà évoqué ça pour l'Argentine, Arabie Saoudite. Alors, pas dire que la Suisse va être championne du monde, mais voilà, quand tu regardes le volume d'occasion, quand tu vois cette capacité à t'en créer et ne pas être méchant, clinique, chirurgical, je pense que c'est peut-être plus un petit loupé. Voilà, on va le qualifier comme ça. Et ce qui est bien, c'est que là, bah, t'enchaînes Bosnie et Canada. T'as pas fait le carton plein contre l'équipe à ta portée dans ce groupe. Et maintenant, bah, va falloir montrer d'autres choses, quoi. Bien sûr qu'on va regarder le Écosse-Haïti. Je me suis mis le match comme ça. Je rate le Florida-Scotland. Je vais me le rattraper tranquillement en terminant ce live. On va peut-être juste dire un petit mot encore une fois des autres rencontres. On a eu notamment dans la nuit dernière le États-Unis-Paraguay qui a été hyper sympa parce qu'il a été à sens unique, mais surtout on a vu d'entrée les USA vouloir envoyer un message. Il y a beaucoup de positifs à dire du côté des USA. Peut-être une alerte sur la suite du tournoi et les défenseurs. Est-ce que ça va pouvoir tenir, résister quand on voit que le Paraguay a pas été génial, mais a quand même réussi à marquer et s'est procuré une ou deux situations chaudes. Je dois vous avouer que le Team Rim, 38 ans, il peut m'inquiéter à ce niveau-là. Sinon, ces USA, vraiment, ça va être quelque chose dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'ils peuvent faire leur petit périple. T'as Balogun avec ce doublé qui a été waouh. Balogun, c'est le Folarin de 2026. Ce joueur qui aime tellement ses grands rendez-vous, qui a marqué 3 buts contre le PSG, qui a été décisif contre Rennes, contre l'OM, contre l'Olympique Lyonnais, contre le RC Lens, qui avait marqué aussi contre le Sénégal en match de préparation. Et là, quoi de mieux qu'un doublé, match d'ouverture à la maison, où on a vu cette connexion avec Pulisic, qui lui a mis ce très bon ballon. On a vu que lui-même, sur l'action, quand il se trouve comme ça, pour résister à 2 joueurs, se mettre sur son pied gauche et trouver la lucarne, c'est tout de même assez prodigieux. Et ouais, ce qui est bien pour ce pays hôte, c'est qu'en attendant peut-être de trouver justement ces garanties défensives, tu as ton attaquant. Et avoir ton attaquant, ton numéro 9 qui plante d'entrée comme ça 2 buts en Coupe du Monde, ça peut t'ouvrir quelques portes. Et je vous rejoins, le milieu de terrain m'a impressionné également. McKennie, ouais, ça fait un moment, j'étais pas loin de tweeter au cours de la nuit, mais ce gars-là, il peut être bon en numéro 9, il peut être bon en latéral, il est fait pour le milieu de terrain, mais tu peux l'utiliser dans tellement de registres différents, il va toujours t'apporter quelque chose. Tyler Adams, qui avait été une des réjouissances de la Coupe du Monde 2022, qui continue.
Malik Tillman qui est pas récompensé, qui a fait tellement d'efforts, qui a beaucoup donné et qui a peut-être un peu perdu de sang-froid dans les moments qui comptent. Je pense bien sûr, tu vois, à sa finition qui a été assez chancelante, mais sinon c'est bien d'avoir ce joueur qui va t'apporter quelque chose de différent. Anthony Robinson, si vous avez vu la vidéo de la draft, j'ai été plus qu'élogieux sur ce joueur en mode bah pour moi il peut faire un top performance. Enfin, vraiment c'est une des bonnes surprises de la première ligue depuis un moment, et dans ce rôle de contre-attaquant pardon, de 1 contre 1, il peut résister à beaucoup de monde. Donc le Paraguay est passé à côté, le Paraguay a été submergé par ces Américains qui voulaient envoyer un message. On l'a reçu. Après, bah, j'attends davantage du USA-Turquie pour peut-être un peu plus me fixer sur le niveau réel de cette équipe. Et bien sûr, après, tu auras, quoi qu'il arrive, les matchs à élimination directe. Mais en attendant, je pense que Pochettino, on a tout de même vu sa patte et ce qu'il avait réussi à mettre en place du côté, vous savez, de Tottenham, avec le pressing, avec cette énergie, avec cette équipe où ça avançait ensemble, où c'était quand même voilà, un esprit de très conquérant. Et ma foi, il y a... Ouais, je pense que tes sélectionneurs, on sait que Pochettino il va peut-être partir après cette Coupe du Monde. Bon, bah voilà, hein, il a trouvé peut-être un 11. Quand je vous dis, j'ai la petite inquiétude sur Tim Rim qui a fait son match, mais je pense que contre d'autres attaquants, ça va être un peu plus rude. En attendant, même Serginho Dest, même Freeman, c'est quand même assez savoureux. Donc, vrai bon match des USA. La connexion Pulisic-Balogun. Oui, c'est le pressing. C'est un peu comme le Maroc finalement. C'est en Coupe du Monde, quand t'envoies ça pendant 45 minutes, pendant 1 heure, derrière, faut avoir, tu vas avoir un contre-choc. Maintenant, bah, c'est une équipe qui a tout de même de beaux petits arguments, et on n'a même pas évoqué il y a eu 2 bijoux. Hein. Le but de Balogun, je l'aime beaucoup, mais celui de Giovanni Reina, avec cet extérieur qui est presque caressé comme ça, qui est pas trop puissant, et j'aime cette trajectoire comme ça, cette facilité. Et Giovanni Reina qui n'a que 23 ans, enfin, c'est un des talents un peu déchus, mais bon, à cet âge-là, il peut encore rebondir. Mais ouais, pour Pochettino, j'avais des petits doutes par rapport justement à la pression, le rendez-vous et certains états de forme. C'est un match qui m'a levé quelques doutes. Maintenant, j'attends plus. C'est un peu comme le Mexique ou d'autres équipes dans cette Coupe du Monde à 48. C'est qu'on va être assez enthousiaste sur des matchs de premier tour, mais tu auras des adversités à relativiser. Reina, il joue du côté de Gladbach. Les amis, le match va commencer entre Écosse et Haïti. Le timing est complet et royal. Je vais vous laisser sur ce. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce petit débrief. Coupe du Monde après le Brésil-Maroc. On refera ça demain, je pense, pour l'Équateur-Côte d'Ivoire, histoire de parler également de ce très bon match entre l'Allemagne et le Curaçao, et bien sûr le Pays-Bas-Japon. On aura 3 bons matchs à débriefer avant le Suède-Tunisie. Merci à vous, passez un bon match, bon courage à tous ceux, hein, on est là, on est chaud, qui vont tenir la nuit, on y croit. Force à ceux qui vont résister, peut-être comme moi. Je peux pas totalement m'engager parce que c'est une première jusqu'à 8h du mat, mais on va essayer. Passer une bonne Coupe du Monde comme toujours, et si ça vous plaît, on est disponible en podcast, le COP de Scipion, partout. Likez, commentez, vous abonnez. Salut à tous les boss.